Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 105e épisode de Finances fondamentales. Je suis content ce matin de vous faire la synthèse du livre de Christy Shen et Bryce Long écrit en 2019 qui s'intitule « Quit like a millionaire », donc « Quitter comme un millionnaire ». Avertissement avant de commencer, tout ce que je dis sur le podcast, c'est dans un but strictement éducatif et c'est pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. En introduction, le livre dit que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. On a entendu ça des centaines de fois, mais l'auteur dit qu'il parie que vous n'avez pas pensé à quel point vous seriez misérable si vous devenez pauvre un jour. Aimer l'argent, ça ne va pas vous apporter le bonheur, mais ça peut vous aider à obtenir plus de temps et de liberté pour les choses qui vont vous permettre d'atteindre le bonheur. L'auteur donne comme exemple la famille. Est-ce que vous voulez prendre soin de vos parents âgés? Bien, l'argent, c'est la seule chose qui va vous permettre de le faire. Si vous recherchez plus de temps de qualité avec vos enfants, vous l'avez deviné, la richesse est la réponse. Peut-être aimez-vous voyager ou avoir beaucoup de temps libre, bien, vous ne pouvez pas faire grand-chose de un ou l'autre de ces activités-là. En fait, avoir des temps libres, c'est pas une activité, là, mais voyager ou avoir du temps libre, tu ne peux pas vraiment le faire si tu n'as pas une certaine richesse. L'introduction pose la question aussi, comment est-ce qu'on aimerait apprendre de quelqu'un qui a pris sa retraite à l'âge de 31 ans seulement? Eh bien, il dit qu'on est sur le point d'avoir une vraie surprise parce que c'est exactement ce que Christy Shen, l'auteur du livre, a fait. Et elle est là pour nous apprendre comment on peut réaliser des objectifs monétaires, financiers et de vie similaires à ce qu'elle a fait. Donc, premier élément de synthèse, c'est les calculs sont plus importants que l'instinct. Donc, la première leçon, c'est faire des calculs plutôt que de suivre notre instinct pour décider ce qu'on doit faire par rapport à nos finances. Les auteurs commencent cette leçon-là en disant qu'il y a beaucoup de personnes fortunées, y compris Steve Jobs par exemple de Apple, qui ont donné des conseils du genre « suivez votre cœur ». Pourtant, les auteurs disent que c'est souvent le mauvais choix si on suit son cœur. Christy, l'auteur, devait choisir entre trois avenues d'emploi quand elle devait choisir sa carrière, soit la création littéraire, le génie informatique ou la comptabilité. Au fond d'elle, elle sentait que sa passion, c'était la création littéraire. Mais quand elle a regardé les chiffres, le génie informatique, c'était la meilleure décision. Un programme de 4 ans lui coûterait 40 000 $. Le revenu moyen d'un écrivain était de 17 000 $, soit seulement 2 752 $ de plus que ce qu'elle aurait pu gagner au salaire minimum. En revanche, le génie informatique lui permettrait de gagner un énorme supplément de 40 000 $ par année par rapport au salaire minimum. Donc, elle rembourserait rapidement ses prêts son prêt étudiant et en plus, elle ferait au-dessus à peu près de 40 000 par rapport au salaire minimum, donc presque 38 000 de plus que si elle était écrivaine. Elle dit qu'on pense probablement qu'elle aurait dû faire ce qui la rendait plus heureuse, peu importe le montant d'argent, mais si on y pense, si on s'inquiète pour les besoins les plus fondamentaux comme acheter de la nourriture ou avoir de l'argent pour payer la maison ou l'appartement, bien on ne va pas vivre une vie très heureuse même si on fait ce qui nous passionne. Et même si l'écriture c'est votre passion, les études montrent que la passion change considérablement au fil d'une vie, même en une seule décennie. Donc, elle a décidé de suivre ses calculs et elle a choisi de devenir ingénieure dans le domaine de l'informatique. Et aujourd'hui, elle est écrivaine. Le travail bien rémunéré qu'elle a choisi en tant qu'ingénieure lui a permis de poursuivre son rêve d'écriture un peu plus tard. Elle a pu mettre en avant ses meilleurs efforts créatifs, donc d'écriture, pendant ses temps libres qu'elle pouvait se permettre parce qu'elle n'avait pas à se soucier de payer les factures. Donc, elle a pu vivre sa passion grâce à l'emploi rémunérateur qu'elle a réussi à obtenir. Donc, en gros, suivre ses passions, ça a un prix. Reste à voir si vous êtes prêt à le payer ou si vous préférez vous orienter ailleurs et vivre votre passion sur le side en étant assez brillant pour un jour vous libérer du temps et vivre encore plus cette passion-là. Pour ce premier point, je dois dire, au début quand on dit de ne pas suivre son cœur, ça surprend. Donc, on veut tous travailler dans quelque chose qui nous passionne. Par contre, je comprends la logique de l'auteur de dire que tu dois générer du revenu et au pire, tu vas vivre ta passion sur le côté et un jour, tu pourras y accorder plus de temps. Deuxième élément de synthèse, ne pas avoir de dettes est mieux que d'avoir des dettes. Donc, la leçon numéro 2, c'est d'éviter les dettes de consommation
et de dépenser de l'argent pour des expériences plutôt que pour des biens matériels. Les auteurs disent que si vous avez lu The Total Money Makeover de Dave Ramsey, que j'ai résumé à l'épisode 82, vous savez maintenant que la dette est votre pire ennemi. Tout ce qu'elle fait, c'est vous piéger dans un cycle de travail et de remboursement sans fin et stressant. Si vous voulez être financièrement indépendant, débarrassez-vous de toutes vos dettes le plus rapidement possible. La pire dette, c'est elle de consommation parce qu'elle a des taux d'intérêt plus élevés. Si vous êtes coincé dans la dette, ça ne sert à rien d'investir ou d'épargner de l'argent. Vous ne pouvez pas épargner plus que ce que vous devez avec ces taux d'intérêt-là. Faites tout ce que vous pouvez pour économiser et rembourser vos dettes. Commencez par les taux d'intérêt les plus élevés en premier et mettez autant d'argent que possible dessus le plus rapidement pour la rembourser. Essayer de devenir financièrement indépendant tout en ayant des dettes, c'est un peu comme essayer de courir un marathon avec un sac à dos rempli de roches. Si vous voulez faire croître vos actifs, vous allez avoir besoin de cette liberté-là vis-à-vis de la dette. Troisième élément de synthèse, les expériences sont plus importantes que le matériel. Une fois que vos dettes vont être remboursées, lorsque vous avez un peu d'argent à dépenser, il va être mieux dépensé pour des expériences plutôt que pour des biens matériels. Acheter une paire de chaussures de luxe vous procure une montée de dopamine similaire à celle de la cocaïne, mais tout comme le cerveau d'un toxicomane s'acclimate tranquillement à la cocaïne et nécessite de plus en plus de quantité de cette drogue-là pour faire le même effet, vous allez avoir également besoin de plus de consommation et vous allez ressentir de moins en moins de plaisir en consommant. Le plaisir de tirer des expériences, lui, ne s'estompe pas aussi rapidement. L'auteur dit donc de prendre des cours de piano ou de voyager dans différents pays comme le Costa Rica, par exemple. C'est l'exemple qu'elle utilisait. Les souvenirs et les compétences que vous allez vous construire vont continuer à vous apporter du bonheur par la suite et ça fait un lien avec un livre que je vais résumer un petit peu plus tard qui parle de dividendes d'expérience. Donc, les expériences que tu vis, c'est comme si tu te donnais du dividende dans les années futures. Donc, tu vas reparler de ces expériences-là, tu vas t'en rappeler. Donc, je pense que ça a une plus grande valeur également comme l'auteur que le matériel. Une citation du livre: The less stuff people own and the more they spend on experience like travel or learning new skills, the happier and more content they were. Donc, en gros, on est plus heureux quand on dépense dans des expériences et non pas dans du matériel. Élément de synthèse numéro 4, les FNB indiciels sont plus importants que la maison. La leçon 3, c'est si vous voulez prendre une retraite anticipée, faites de bons investissements et apprenez à épargner. Les auteurs disent qu'il y a beaucoup de gens qui sont prudents par rapport aux dettes, à l'exception près de l'hypothèque. Shen dit que les gens devraient réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans le marché immobilier. Beaucoup de gens seraient en fait juste mieux en louant. Mais il nous pose la question, mais l'immobilier n'est-il pas un bon investissement pourtant? Les gens pensent qu'après avoir séjourné quelque temps dans une maison ou une habitation, les prix de l'immobilier vont automatiquement augmenter et que vous allez pouvoir la vendre plus tard pour une belle somme. Mais la famille moyenne reste dans une maison pendant 9 ans, même avec une augmentation généreuse de la valeur de 6% par année. Une fois que vous aurez ajouté tous les frais d'achat et de vente, les impôts, l'entretien et les intérêts de votre prêt, vous allez probablement faire juste un petit profit. Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet de services financiers familier de 3e génération établi à Magog qui accompagne des familles partout au Québec depuis plus de 60 ans dans la gestion de leur patrimoine. Ce qui est vraiment unique chez eux, c'est leur approche axée sur la confiance et le relationnel dans laquelle chaque famille a une stratégie sur mesure. C'est justement avec Simon-Pierre Gingras, qui est conseiller en sécurité financière chez Roy Lévesque et Associés et actionnaire de la firme, que j'ai fait affaire pour l'assurance vie de mes filles parce qu'il détient le titre de professionnel agréé du Infinite Banking acquis directement à l'Institut Nelson Nash. J'ai consulté 3 experts pour mettre en place cette stratégie-là et j'ai choisi Simon-Pierre pour son efficacité et son intégrité. Il n'a pas niaisé en essayant de me vendre 2,2 millions d'assurances pour mes filles en plus de m'en offrir pour mes oncles et mes tantes. Il est parti du budget que je lui avais dit pour m'offrir un produit sur mesure qui répondait réellement à mes besoins. Donc que ce soit pour la gestion de vos investissements ou votre planification fiscale, quand Simon-Pierre travaille avec vous, c'est pour vous offrir la meilleure solution après avoir bien analysé votre situation. Si vous cherchez des partenaires pour vous aider à bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, je vous encourage à contacter Roy Lévesque et Associés en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Selon les auteurs, un bon investissement, c'est plutôt un fonds indiciel car ils sont sûrs, selon eux, je mets ça entre guillemets, vous rappelez qu'il n'y a aucune garantie avec les fonds indiciels si vous n'investissez pas à long terme. Donc, dans l'exemple qu'elle vient de dire, sur 9 ans, on ne le sait pas, ça se peut que pendant 7 ans, les rendements soient négatifs. Mais ce qu'ils disent, c'est que c'est pour eux, ils sont sûrs et ont généralement un retour qui est assez constant en termes de rendement. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec eux, les rendements ne sont pas constants. Les rendements à long terme
sont prévisibles, pas prévisibles, mais constants. Mais si tu investis pendant 4-5 ans, c'est pas constant. Tu peux avoir une année à 32%, une année à moins 17%. Fait qu'ici, je suis plus ou moins d'accord avec les auteurs. Mais bon, les auteurs continuent, ils disent en plus des investissements, la véritable voie vers la liberté financière ou la retraite, c'est d'être bon pour épargner. Selon eux, épargner, ça sert à 2 choses. Ça réduit la taille du portefeuille que vous allez avoir besoin plus tard. Donc, si vous apprenez à moins dépenser maintenant, l'argent que vous allez avoir besoin pour arrêter de travailler va être plus petit, le montant que vous allez avoir besoin, parce que vous allez avoir moins de dépenses. Et en plus de diminuer votre train de vie, ça vous permet d'investir davantage, donc de mettre plus d'argent dans votre portefeuille d'investissement. Donc, il y a comme un double avantage à épargner. Tu apprends à vivre avec moins, à être heureux peut-être avec moins parce que tu épargnes, et en même temps, tu remplis plus vite ton portefeuille. Les auteurs terminent ce point-là en disant qu'on doit être prêt à sacrifier des choses maintenant, comme pas manger au restaurant une fois par semaine, ou peut-être vendre une voiture sur 2, utiliser les transports en commun, si on veut se construire un avenir financier qui a du bon sens. Encore une fois, comme plusieurs auteurs avant eux, ils soulignent que ce n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de combien vous réussissez à économiser par rapport à votre revenu. Enfin, 5e élément de synthèse, l'abondance est plus important que la rareté. Plus importante que la rareté. Les auteurs encouragent les lecteurs à adopter une mentalité d'abondance plutôt qu'une mentalité de rareté. Ça implique de croire en la possibilité de créer et d'attirer la prospérité dans votre vie, plutôt que de se concentrer sur la peur de manquer de choses. Cette mentalité va favoriser une approche proactive de la gestion de vos finances et va vous encourager à rechercher des opportunités de croissance et d'abondance. Adopter une telle mentalité d'abondance, ça implique de cultiver une attitude qui est positive et proactive envers la gestion de vos finances et par rapport à la vie en général aussi. Plutôt que de vous concentrer sur la peur de manquer ou sur vos limitations, cette mentalité va mettre l'accent sur l'idée que l'abondance est disponible pour ceux qui sont prêts à l'accueillir ou à la créer. Les auteurs donnent un exemple. Ils disent d'imaginer 2 personnes qui rencontrent des difficultés financières. La première personne va adopter une mentalité de rareté. Elle va donc se focaliser sur ce qu'elle n'a pas et sur les limitations de ses ressources actuelles. Elle va pouvoir se sentir constamment stressée et limitée dans ses options, ce qui va pouvoir l'amener à prendre des décisions impulsives ou à éviter les risques par crainte de perdre davantage. De l'autre côté, l'autre personne qui adopte une mentalité d'abondance, elle va reconnaître les défis auxquels elle est confrontée, mais elle va choisir de se concentrer sur les possibilités et les solutions plutôt que sur les obstacles. Elle va chercher activement des moyens d'améliorer sa situation financière, que ce soit en développant des nouvelles compétences, en recherchant des opportunités d'emploi supplémentaires ou bien en se créant des sources de revenus alternatives. Cette personne-là est plus susceptible d'adopter une approche proactive de la gestion financière, ce qui peut finalement conduire à des résultats beaucoup plus positifs sur le long terme, notamment si elle est prête à investir dans un FNB indiciel 100% action parce qu'elle connaît pas les risques, mais la volatilité du marché boursier, mais elle est prête à affronter cette volatilité-là parce qu'elle fait preuve d'une mentalité d'abondance. Donc, en adoptant une telle mentalité, les auteurs disent qu'on va être mieux équipé pour surmonter les défis financiers et pour rechercher activement des moyens d'améliorer notre situation. Ça va nous permettre de voir les possibilités là où d'autres voient juste des obstacles, ce qui peut nous aider à atteindre nos objectifs financiers et autres et à vivre une vie plus épanouissante et plus enrichissante aussi. Je prends position sur ce point-là avant de terminer avec la conclusion. Je trouve que c'est super important. Moi, je résume ça là, dans le fait de ne pas adopter une posture de victime un petit peu quand on est face à des obstacles. Puis comme je l'ai déjà dit quand je parlais d'immobilier, moi, souvent, quand il arrive un petit pépin avec la maison, ça me trotte dans la tête pendant 2-3 semaines, puis ça me draine alors que je devrais être en mode solution, justement pour ne pas me laisser abattre par un toit qui coule ou quelque chose, puis juste être en mode solution. Donc, j'ai une partie des bons côtés de ça. Je me victimise pas bien dans la vie, mais je ne suis pas nécessairement rapidement en mode solution non plus, puis les possibilités... Donc, je ne suis pas nécessairement dans la mentalité d'abondance, mais je ne suis pas non plus dans la mentalité de rareté, la première qu'on avait décrite. Je suis un peu entre les deux. Donc, c'est un travail que je vais essayer de mettre en place, là, d'être plus dans une mentalité d'abondance au cours des prochaines années. Je ne sais pas, vous, si ça vous parle, vous pensez vous situer dans tout ça, mais si vous êtes plus dans une mentalité de rareté, peut-être justement essayer d'en prendre conscience premièrement et de mettre en place des choses pour essayer d'aller vers l'abondance, même si ce n'est pas évident. Là, souvent, c'est ancré dans nos habitudes.
Donc, en conclusion, le livre donne une méthode mathématiquement prouvée, selon les auteurs, pour gérer votre argent et construire une richesse qui va vous mettre sur la voie de la liberté financière. En gros, il propose des conseils qui sont assez simples, qui vont vous permettre de repenser votre façon de dépenser de l'argent et va vous aider à réaliser qu'avec un peu de sacrifice, on peut avoir une vie beaucoup moins stressante et avoir une liberté financière beaucoup plus tôt dans notre vie. Un peu dans le même style que La retraite à 40 ans de Jean-Sébastien Pilote que j'ai résumé à l'épisode 38, le livre, même si vous ne vous intéressez pas à la retraite plus tôt, qui est le sujet abordé dans ce livre-là, ça peut quand même vous aider juste à atteindre la liberté financière. Si vous n'avez pas lu celui de Jean-Sébastien Pilote, La retraite à 40 ans, que j'ai synthétisé dans l'épisode 38, j'ai préféré ce dernier, donc celui de Jean-Sébastien Pilote et non celui de Quit Like a Millionaire que je vous ai résumé aujourd'hui. Il est plus précis dans les étapes, celui de l'épisode 38, puis c'est un produit québécois, donc je préfère toujours les livres québécois lorsqu'ils sont de qualité. Donc, si vous avez un choix à faire entre celui d'aujourd'hui et celui de l'épisode 38, La retraite à 40 ans, je vous suggère celui de l'épisode 38 parce que, selon moi, il est plus pertinent et il aborde des sujets quand même similaires. Key point, qu'est-ce que je retiens du livre? C'est l'effet cumulé de réduire son rythme de vie. Donc, on va s'habituer à un rythme de vie plus bas, donc ça va nous coûter moins cher dans le futur. Et en plus, on peut investir davantage. La liberté financière va donc arriver beaucoup plus rapidement. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Hal Elrod et collaborateurs écrit en 2018 qui s'appelle Miracle Morning Millionaires. Donc, les matins miraculeux des millionnaires. Super traduction. Donc, est-ce que vous avez la routine matinale d'un millionnaire? On va voir ça la semaine prochaine. Et ce jeudi, je présente les résultats de 20 autres compagnies qui n'ont pas passé la première étape dans mon outil d'analyse en mars 2024. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je ne suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.